Shavua Tov, voilà le 14e récit des prodiges du Baal Shem Tov. Rabbi Menachem a raconté cette histoire qu'il a apprise de la belle-fille du Maguide de Mezrich, l'épouse de Rabbi Abraham. Quand son fils Rabbi Abraham perdit sa première femme, il convoqua deux importantes personnalités de la ville et leur dit: je voudrais que vous alliez à Kremenitz et que vous m'ameniez ici la fille de Rabbi Feivel, l'auteur de l'ouvrage Mishnat Rachamim, pour que mon fils la prenne pour femme. Ils préparèrent sur l'heure un bel attelage de chevaux, ainsi que des habits d'apparat pour le rave, se rendirent dans la localité indiquée et arrivèrent bientôt à la maison de Rabbi Feivel. Or, ce dernier ignorait tous des problèmes matériels de la vie. Il ne faisait qu'étudier la Torah jour et nuit, et c'était son épouse qui s'occupait de rapporter l'argent du ménage. C'est elle précisément qu'ils rencontrèrent près de sa maison alors qu'elle sortait de la synagogue. « D'où venez-vous » leur demanda-t-elle. « De Mezrich » répondit-il. « Dans quel but êtes-vous venus ici » leur demanda-t-elle. Ils lui racontèrent que le Maguide de Mezrich les avait envoyés demander sa fille en mariage pour son fils qui venait de perdre sa femme. Cela l'amusa plutôt, car elle n'avait jamais entendu parler du Maguide. Qui plus est, elle n'avait pas du tout pensé trouver si vite un mari pour sa fille, qui n'avait que 12 ans. Parce qu'à l'époque, il se mariait très tôt. Les hommes, les tzadikim, comme Rabbeinu Akadosh, Rabbeinu s'est marié à l'âge de 13 ans, donc juste après sa bar mitzvah, il est rentré sous la choupa. Et les filles, puisque les filles c'est 12 ans, c'est leur âge de maturité, donc se marier à 12 ans. Qui plus est, elle n'avait pas du tout pensé donc à trouver si vite un mari pour sa fille, qui n'avait que 12 ans. Mais comme ils persistaient dans leur décision, leurs paroles trouvèrent quelque écho. Dieu merci, mon époux est ici, il fera ce qu'il voudra, dit-elle. On l'envoya chercher au Beth Midrash, on lui exposa toute l'affaire, et on tomba d'accord. Un scribe vint rédiger le contrat de mariage, et oui, c'est comme ça qu'on se mariait à l'époque, les familles de tzadikim avec les familles de tzadikim, et je peux vous dire qu'il n'y avait pas de problème de shalom bayit. C'est comme même, il n'y a pas très longtemps, en Afrique du Nord, en Tunisie, au Maroc, etc., c'est comme ça aussi que les gens se mariaient. C'était les familles qui cherchaient un khatan ou une kala. Et souvent, c'est des mariages qui tenaient très très longtemps, justement. Bon. Écrivez ce que vous voudrez pour les questions financières. Nous prenons tout à notre charge, dirent les deux messagers, c'est-à-dire du Maguide de Mezrich, parce qu'ils savaient que c'était un homme pauvre, bien sûr. Nous avons cependant une seule requête, il ne faut pas retarder la date du mariage sous quelque prétexte que ce soit. Nos sages n'ont-ils pas dit que l'on donne un délai de 12 mois à la fiancée pour faire ses préparatifs? Parce qu'avant, ils ne faisaient pas le kiddushin, ils faisaient les hiroussin d'abord, c'est les fiançailles. Et bien sûr, c'était seulement un an après que les enfants vivaient encore chez leurs parents. Mais c'était seulement un an après qu'on fêtait les kiddushin et le mariage. Pas plus tard qu'hier, nous ne pouvions imaginer son mariage. Tout s'est fait si vite et nous ne sommes pas prêts. Elle n'a ni habit ni dot, elle n'a pas d'argent, pas d'habit, rien. Ce n'est pas important. Ce qui nous importe, c'est que le mariage se fasse au plus tôt et votre fille doit immédiatement venir avec nous. Voyant que cela venait de Dieu, les parents consentirent. On convainc que Rabbi Feivel ne ferait pas partir du voyage car il devait rester étudier à la Torah. Les messagers louèrent un beau carrosse pour emmener la jeune fille et sa mère à Mezrich. Tout le long du trajet, puisqu'elle ne connaissait pas, parce que vous savez, il faut comprendre comment ça se passe. La Russie, c'est un pays qui est énorme, gigantesque. Donc ça veut dire, par exemple, si vous arrivez à Kiev, à l'époque on prenait l'avion jusqu'à Kiev, et que vous voulez aller sur la tombe du Baal Shem Tov à Kadosh, vous devez voyager 8 heures en voiture à travers des champs et des forêts. Et après,
quand vous prenez la route pour aller voir Rabbi Nathan à Kadosh, vous allez voyager encore 4 heures ou 5 heures, et après, à peu près en 4 heures, à peu près, après, si vous arrivez chez Rabbeinu à Kadosh. Donc c'est un pays énorme. Donc c'est que les gens, à l'époque, c'était... Aujourd'hui, si c'est 8 heures en voiture, c'était 3 jours en carrosse. Alors bien sûr, ils ne connaissaient pas les gens qui habitaient à 800 km. Bien que ce soit le Maguide de Mézri, c'est un très très grand sadique. Tout au long du trajet, la mère ne cessait de se demander ce qui les avait poussés à agir de la sorte. Cependant, lorsqu'ils arrivèrent à Révéné et qu'ils furent accueillis par toute la ville, des hommes, des femmes, des enfants venus saluer le grand Rave, la fille du grand Rave, elle s'apaisa quelque peu. Ils reçurent un accueil encore plus chaleureux des habitants de Mezrich. Les gens qui vinrent les accueillir étaient si nombreux que le carrosse dut ralentir, les chevaux marchaient au pas. Lorsqu'ils arrivèrent enfin en face de la maison du Maguide, donc les chevaux marchaient au pas, lorsqu'ils arrivèrent enfin en face de la maison du Maguide, il vint les saluer avec son fils. Le mariage eut lieu quelque temps après, suivi des 7 jours de festivités qui se déroulèrent dans la plus grande joie. On pouvait y écouter de nombreux discours de Torah. Ensuite, la mère de la mariée se sépara de sa fille. Elle n'avait jamais assisté à un tel spectacle. Le Maguide chérissait beaucoup sa belle-fille. Une fois, elle rêva qu'elle entrait dans un grand palais où se tenait un tribunal composé de vieillards dignes et respectables. Il voulait lui ravir son nouvel époux. Elle se mit à crier et à argumenter, puis elle se réveilla. Elle ne raconta son rêve à personne, même pas à son beau-père. Elle fit encore une fois le même rêve, mais elle garda le silence. La troisième nuit, le même rêve revint, et cette fois-ci, elle argumenta et prit sa défense, tant et si bien qu'ils accordèrent un répit de 12 années à son mari. Le matin, son beau-père la bénit pour la plaidoirie et les 12 ans supplémentaires donnés à son fils. C'est-à-dire que lui, le Maguide de Mezrich, bien sûr, avec son Rora Kodesh, il avait aussi reçu le même rêve. Quelques années plus tard, le Maguide de Mezrich mourut, mais chaque fois que le besoin s'en faisait sentir ou que des difficultés se présentaient, il se révélait en rêve à sa belle-fille qui lui indiquait ce qu'il fallait faire. Et lui indiquait ce qu'il fallait faire. C'est vraiment incroyable. Dis à ton époux qu'il change sa chambre contre la tienne, ou au moins qu'il déplace les livres de la bibliothèque dans ta chambre, lui révéla-t-il en rêve un vendredi soir. Le lendemain matin, elle raconta son rêve à son époux, mais il n'y fit attention. Pourquoi s'est-il révélé à toi et non à moi lui demanda-t-il. Sa chambre prit feu et tous les livres brûlèrent le soir même. Rabbi Abraham partit une fois en voyage. Lorsqu'il arriva à Avotsov, il fut accueilli avec tous les honneurs par la communauté qui le nomma Rav de la ville et lui fixa un salaire. Il envoya un messager pour faire venir sa femme afin qu'elle passe avec lui les jours redoutables donc entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Ne fais pas le voyage avec eux à Avotsov, lui dit en rêve le Maguide. Le lendemain matin, malgré l'assistance de Rabbi Meshulam Zouché et Rabbi Yehuda Leb Cohen, qui voulaient accomplir donc la misva, la volonté du tzaddik, elle refusa de partir. Peu de temps après, Rabbi Abraham quitta ce monde et ces deux sages se sentirent honteux de n'avoir pas réussi à voir ce que la jeune femme avait su. Ils lui cachèrent cependant la vérité qu'ils ne révélèrent qu'à son fils pour que le jeune Shalom puisse réciter le Kaddish sans que sa mère s'en aperçoive. Donc c'était donc le fils du fils de Rabbi, du Maguide de Mezrich et de son épouse. Mais elle remarqua bien vite son zèle à se lever tôt le matin pour aller à la synagogue, ce qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Elle colla son oreille au mur de la synagogue pour avoir la certitude que son fils récitait bien le Kaddish, mais elle ne fut convaincue que lorsqu'elle lui dit « Qu'as-tu à me cacher? Tu sais bien que j'ai entendu derrière le mur réciter le Kaddish de l'orphelin. » Quand il lui révéla la vérité, elle prit le deuil. Après les 7 jours de deuil, elle partit pour
à Votsov afin de récupérer les objets que son mari avait laissés. Elle fut très bien accueillie et organisa même un repas en son honneur pour essayer de la consoler. Non. Et on organisa un repas en son honneur pour essayer de la consoler, mais elle refusa d'être consolée. Presque tous les habitants de la ville se réunirent pour le troisième repas de Shabbat. Ils chantaient les zmirot habituels. Et l'atmosphère était gaie, mais la jeune femme veuve demeurait triste et digne. Assise aux côtés de la maîtresse de maison, elle s'endormit, elle rêva. Des palais somptueux se dressaient devant elle. Une porte s'ouvrit et Rabbi Abraham, son mari, pénétra dans un palais. Il brillait comme le soleil de midi et resplendissait de joie. Des vieillards respectables le suivaient. Asseyez-vous, mes maîtres, leur dit-il, et ils s'assirent. Je vous présente mon épouse qui se plaint de m'être conduit avec trop de chasteté. D'après la loi et la raison, je lui en fais mes excuses devant vous. Je te pardonne de tout cœur, répondit-elle. La Torah lui permet, poursuivit-il, de prendre un autre époux. Je ne peux m'y opposer, d'autant qu'elle n'a que 24 ans. Cependant, si elle accepte de ne pas se remarier, je me charge de subvenir à tous ses besoins ainsi qu'à ceux de ses enfants. Elle se réveilla et changea totalement d'humeur, car les paroles de son défunt mari l'avaient réconfortée. Dès qu'elle rentra chez elle, ses fils et ses filles eurent un bon chidour, un bon parti, et l'Éternel répandit la bénédiction dans tout ce qu'elle entreprenait. Les affaires de sa boutique prospérèrent, elle ne manqua de rien, son beau-père lui apparaissait de temps à autre, en rêve, pour la conseiller lorsque c'était nécessaire. Shabu Atov les Koulam.